L'édition de l'Express du 28 juillet 2022, titre Les dérives du développement personnel. Est-ce que ça tire à boulet rouge? Est-ce que c'est un article qui est un peu racoleur ou est-ce que c'est un vrai guide pour bien se dépatouiller parmi les possibles arnaques dans le développement personnel? Décryptage de cette édition de l'Express. L'idée, c'est que j'ai pas envie de tirer sur les journalistes. Véritablement, moi, je trouve que c'est très bien qu'on dénonce les dérives. Et donc, vraiment, déjà, un premier merci à l'Express pour cette une, parce que déjà, ça veut dire que le développement personnel fait sa place dans la société. Et donc, ça, je trouve que c'est une excellente chose. Parce que tout système a un système de régulation. Il y a un ordre des médecins, donc pour la médecine, il y a un conseil de déontologie pour les journalistes. Et je trouve que finalement, dans nos activités d'accompagnant, de coaching, de formation, de développement personnel, et même si on va aller dans des choses plus énergétiques, plus spirituelles, eh bien, il faut, je pense, un cadre. Et je trouve ça très bien. Donc ça, c'est pour la première chose. Alors, avant d'aller plus loin, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je m'appelle Jean-Marc Dédéan. Je suis consultant, formateur, coach à l'international. J'accompagne des entrepreneurs dans plus de 5 pays, notamment aux États-Unis. Et mon travail consiste à débloquer des entrepreneurs qui ont des croyances, des schémas de pensée qui les empêchent finalement de progresser dans leur business, soit en termes de chiffre d'affaires, soit en termes de confort, de sens, de liberté, de temps. J'ai 20 ans d'expérience, j'ai été aussi professeur à l'Université de Grenoble, à l'IAE de Grenoble. Je suis coach certifié, donc maître praticien en PNL. Je me suis formé avec John Grinder, qui est le cofondateur de la PNL notamment. Donc voilà, plus d'infos sur mon site jeanmarcdédéan.life si vous voulez en savoir plus. Voilà, donc ça c'est juste pour vous dire qui je suis. Alors, mais la question qu'on pourrait se poser, c'est de se dire, mais est-ce que je suis légitime, moi, pour juger le travail de ces journalistes? Ça, c'est la première question qu'on sera en droit de se poser. En fait, oui, parce que en fait, je suis un professionnel de l'accompagnement formé à des tas de méthodes, donc l'hypnose, la programmation neurolinguistique, l'analyse transactionnelle, et j'en passe. Disons que je suis formé à ça, j'accompagne plein de gens, donc dans ce cas-là, oui. Mais d'un certain côté, eh bien, j'ai un certain biais cognitif, donc j'ai un biais de confirmation, parce que quelque part, je suis là-dedans. Donc, je ne vais pas forcément dénigrer ce que je vends et mon propre métier. Donc, ça serait comme un prof de sport qui vous dirait « ne faites pas de sport ». Donc, mon raisonnement a un certain parti pris qui est de dire que le développement personnel, c'est quelque chose en quoi je crois, quelque chose qui m'a personnellement aidé, qui m'a personnellement permis de vraiment d'évoluer, de passer au travers des épreuves très difficiles, familiales très difficiles. Donc j'ai eu un papa qui a eu une psychose maniaco-dépressive pendant des années. Et c'est ça aussi qui m'a permis donc aussi de surmonter ces épreuves-là. Et ce qui m'a amené à travailler sur moi, à m'intéresser à tout ça. Donc quelque part, oui, je pense que le développement personnel est véritablement efficace et qu'il est bénéfique et que j'espère un jour on pourra vraiment, l'ensemble de la population pourra en bénéficier. Maintenant, est-ce que tout est bon dans le développement personnel? La réponse pour moi est non, parce que c'est comme partout, il y a du bon et du mauvais. Je vais rapidement présenter, je vais rapidement présenter, donc il y a 7 articles. Et si tu ne l'as pas lu, tu vois, donc il y a cet article. Le premier qui ouvre un petit peu le sujet, c'est écrit par Stéphanie Benz. Et donc, elle titre Les dérives du développement personnel. Donc, le bien-être fait recette. Mais la qualité de l'offre n'est pas toujours présente au rendez-vous et les arnaques fleurissent. Donc, de certaines dérives, par exemple, où on commence par des formations sur la gestion du temps, puis on va sur les crypto-monnaies. Donc, effectivement, il y a des choses, il y a des pratiques qui sont pas nettes, qui sont des arnaques et qu'il faut, je pense, avoir vraiment de l'intelligence et avoir du discernement quand vous avez n'importe quel type de démarche
et pas de se jeter sur la première envie. Donc, il y a un vrai intérêt pour ces bouquins-là, donc une vraie demande. Et donc, on ira voir un petit peu plus loin c'est quoi ce besoin. Et donc, j'ai un point qui est soulevé là par un psychiatre qui s'appelle le docteur Guillaume Font. Et on dit finalement tous ces livres qui promettent un peu le bonheur, la réussite, où il y a un petit peu de méthode Coué, un petit peu de touche de New Age, etc. Que ça relève un peu de la pensée magique en psychologie et que quelque part, ça isole un peu un petit peu les personnes et que ça pourrait aussi les éloigner. Alors ça, c'est une autre personne. C'est le professeur Cédric Lemogne, qui est chef de service psychiatrie à l'Hôtel Dieu, donc à la PHP, et qui dit que ces livres, parfois, ça peut être une perte de chance pour certains, pour les personnes les plus fragiles, pour aller faire une vraie thérapie. Et donc, je suis un petit peu d'accord avec ça. Parce que, quelque part, je trouve qu'on devrait mettre un cadre. Moi, j'adore les livres de dev perso, toute forme de livre de dev perso, mais je trouve que c'est aussi de notre responsabilité en tant que professionnel que de mettre un cadre et de proposer à l'entrée de nos livres, de dire « Hey, attention, si vous vous sentez en fragilité, n'hésitez pas, vérifiez si ce n'est pas le moment de faire une thérapie, une psychothérapie ou des thérapies brèves. » Donc, je pense que c'est intéressant de mettre un cadre. Si un livre parle de spiritualité, vraiment de mettre ce cadre-là et de dire « Ok, on parle de spiritualité, mais sachez que aussi, il y a plein de belles choses qui existent qui peuvent vous aider. » Ensuite, on a un autre article, là, donc c'est deux autres articles. Je vais faire rapidement. Donc, un article sur Natacha Calestrémé, un article sur Effet Gourou, donc sur Idriss Aberkan. Un autre article suivant, c'est donc Fourre-tout, mais là, vous allez voir, ça parle de la PNL, donc programmation neurolinguistique, donc je suis très bien placé pour y répondre. Ensuite, on a un autre article sur l'éducation positive, la pensée positive, et un article sur l'édition, un autre sur des pratiques douteuses en entreprise, donc de coaching, donc ça mélange tout, et enfin, un article sur de sociologie, du mélange des genres. Alors, je vous avoue que je connais très peu le travail de Natacha Calestrémé et donc je ne serai pas trop en mesure d'apporter un jugement. Juste que je note sur l'article, c'est que en fait, Natacha Calestrémé, apparemment, elle ferait un petit peu un patchwork de différentes techniques, du chamanisme, de la psychologie, enfin il y a un petit peu plein de choses. Et en fait, ce qui a déclenché un peu la polémique, c'est qu'elle aurait dit une phrase qui, selon elle, la culpabilité, sur l'endométriose, donc c'est des problèmes liés aux femmes, donc c'est une maladie due, selon elle, à des fausses couches de nos ancêtres, en tout cas des ancêtres de ces femmes qui seraient atteintes de cette maladie. Et donc ça fait un tollé, et donc il y aurait France 2 qui aurait déprogrammé une émission, et donc là, ça met un petit peu un zoom. Donc moi, je n'ai pas la capacité, donc je vais acheter le bouquin de Natacha Calestrémé, donc La clé de votre énergie, je vais aller jeter un coup d'œil. Là-dessus, j'ai la capacité d'analyser ou pas si les protocoles, donc c'est 22 protocoles qu'elle propose, donc je vous ferai une vidéo là-dessus pour vous donner un avis sur vraiment un avis de professionnel là-dessus, d'accompagnant. Natacha Calestrémé se défend en disant que cette phrase-là est sortie de son contexte. Et donc, je n'ai pas la capacité vraiment de vous dire si c'est, de vous donner un avis, mais juste ce que je constate dans certains textes, c'est que dès qu'on sort un petit peu des clous, on peut arriver à se faire taper sur les doigts. Et ça, c'est la première chose. Et d'autre chose, c'est que aussi, quand on a une certaine visibilité, c'est vrai que je pense qu'il faut faire aussi attention à ce que l'on dit, et parce qu'on a une certaine influence. Et donc je pense qu'il faut essayer de protéger au maximum les personnes les plus influençables et avoir ce devoir de rigueur. Voilà. Maintenant, jusqu'à quel point aussi on nous donne un cadre pour sortir du cadre, en fait, justement. Troisième article plutôt, sur Idriss Aberkan, où là c'est carrément la guerre
puisque Idriss Aberkan aurait, a enregistré et donc l'interview et l'a diffusé sur les réseaux sociaux, puis ça crée toute une polémique. Donc il y a un petit peu là, du journaliste bashing et puis en même temps il y a il y a un peu une guéguerre là. Je connais pas le travail de Idriss Aberkan, je n'ai pas lu son bouquin, donc je vais passer sur cet article. En revanche, je vais commenter les autres, vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire la même à chaque fois. Mais là aussi, on a des avis quand même à emballage, donc emballage neuroscientifique utilisé comme poudre de perlimpinpin. Donc c'est quand même très très fort hein, ce qu'on juge le travail d'Idriss Aberkan. Là aussi, quand on a des livres qui reprennent qui énoncent des théories et ou toute forme de choses où on utilise les neurosciences, moi je pense que les neurosciences apportent beaucoup d'éclairage. En fait, vous savez, l'homme n'a pas attendu les neurosciences pour être heureux. On a des sagesses millénaires, notamment avec la méditation, le bouddhisme, et on voit bien que les neurosciences s'intéressent au bouddhisme, à la méditation. Donc il y a eu des études qui ont été faites avec Mathieu Ricard, qui est un auteur rigoureux. Et j'ai envie de vous dire, le travail de simplification, c'est aussi un travail de vulgarisation. Et quand on simplifie, eh bien, on a de l'approximation. On a des erreurs parfois. Parce que dans l'article suivant, sur la PNL, je peux vous garantir que, donc c'est un article qui a été écrit par Thomas Mahler, là aussi, Monsieur Mahler a fait des raccourcis, moi je suis un professionnel formé à la PNL, il y a des erreurs dans l'article. Et c'est pas pour taper les doigts sur Monsieur Mahler, parce que son travail, c'est de vulgariser. Et l'idée de vulgariser, c'est aussi d'ouvrir le champ des possibles, en fait. D'accord? Quand on vulgarise, quand on commence l'école, on la commence par les petites classes, on ne commence pas par l'université et faire une thèse. Donc, voilà, encore une fois, je ne connais pas le travail de Monsieur Aberkan. Mais juste, si on est sur de la vulgarisation, c'est normal qu'il y ait des imperfections. Okay. Ensuite, donc, je vais passer justement à cet article donc, de Thomas Mahler sur la PNL. Alors, je ne comprends pas trop parce qu'il y a marqué « fourre-tout, des courants de plus en plus nombreux ». Et en fait, l'article est à 90% en volume qui parle de la PNL. Donc là, il présente l'art de la manipulation. Donc là, je suis vraiment avec vraiment des choses où je me porte complètement en contre parce que, je cite, les adeptes de la PNL croient que tout le monde manipule tout le monde. Aussi, pourquoi ne pas tenter d'être le meilleur dans la manipulation des autres? La PNL constitue un vaste fourre-tout dans ses inspirations, dans ses applications revendiquées, donc en traitant les phobies, les dépressions, etc. Il y a une étude qui est citée, qui est celle du psychologue polonais Tomasz Witkowski, qui explique que, en fait, que seulement 9%, on va dire 10% des études montrent que ça serait favorable à la PNL. Alors, d'une part, aujourd'hui, la PNL est complètement cousine de l'hypnose. C'est-à-dire que l'hypnose, on voit bien que l'hypnose sort du champ de tout le truc, de tout l'article, de tout le dossier. Pourquoi ne pas taper sur l'hypnose quand on tape sur la PNL? Sachant que la PNL est la cousine de l'hypnose. C'est-à-dire que vous avez un très très grand nombre de protocoles qui sont identiques. Ce qui va changer avec l'hypnose, c'est le langage hypnotique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notamment dans l'hypnose ericksonienne, vous allez utiliser un certain type de langage, notamment d'un langage non spécifique, pour aller créer de la dissociation au niveau du cerveau et pour pouvoir lâcher le mental et pour pouvoir accéder à ce qu'on appelle un état modifié de conscience. Pourquoi on utilise un état modifié de conscience? C'est pour reprogrammer le comportement désiré. Et donc, la programmation linguistique, qui n'est pas l'art de la manipulation, c'est l'art de modéliser l'excellence. Et les formateurs, John Grinder, avec qui j'ai été formé par John Grinder, John Grinder et Richard Bandler ont modélisé un certain nombre d'experts dans leur domaine pour voir en fait
leur succès dans la thérapie. Et il y avait notamment Milton Erickson, il y avait Virginia Satir, donc voilà, il y avait des pointures de l'époque qui avaient de très beaux résultats en thérapie. Ils sont allés modéliser ça. Et grâce à cette modélisation, ils ont permis de voir comment on peut modéliser le succès et l'excellence. Donc, je trouve que c'est un peu dommage parce que je peux vous garantir de tous les stages que j'ai fait pour me former et tous les gens que j'ai rencontrés de la PNL, je n'ai jamais vu aucune seule personne me dire « moi, je suis là pour manipuler les autres ». La plupart des gens viennent pour se guérir et viennent pour se professionnaliser. Donc, il y a des petites erreurs comme par exemple, on nous reproche voilà, de cerveau droit et cerveau gauche de simplifier. Par exemple, le cerveau gauche serait la rigueur et le cerveau droit, ce serait les émotions. Oui, c'est une erreur, c'est une simplification. Et John Grinder me le disait, d'ailleurs, il me disait en fait, la PNL, ça a été inventé dans les années 70. Et comme toute technologie, eh ben, elle a vieilli, elle est dépassée aujourd'hui. Donc, on reprend des technologies qui viennent des années 70. On ne peut pas reprocher à un ordinateur des années 70 de ne pas se connecter facilement à Internet ou à les applications. Moi, j'utilise la PNL dans plein de choses. Ça a libéré des tonnes de gens et je peux vous donner, enfin moi personnellement, ça m'a libéré de la souffrance que j'ai vécue avec le décès de mon papa. J'ai vu des personnes qui portaient des poids depuis des années, des poids, des personnes qui avaient une haine, par exemple des nazis qui avaient déporté leurs parents. J'avais vu une femme qui avait fait un merveilleux témoignage et on avait fait un coaching de groupe. Donc c'était pas moi le coach, mais j'avais assisté à son coaching et elle s'était libérée de son poids parce que jamais elle pouvait pardonner à ces gens qui avaient déporté et tué sa famille. Et en une séance, en même pas une heure, elle a pu se libérer de ça. Alors ça n'excuse pas, bien entendu, on n'est pas là pour oublier, on n'est pas là pour minimiser, on est là pour guérir. Et donc, ça a été fait avec des outils de dissociation et de corps process qui sont des protocoles de PNL et qui ont permis de libérer cette personne. Moi-même, j'ai soigné un client professionnel, qui était atteint de troubles obsessionnels compulsifs, c'est-à-dire qu'il vérifiait 20 fois ses mails avant de les envoyer. Donc, ça lui pourrissait la vie. Donc, en une séance, on a libéré ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de thérapie. Au contraire, moi, je trouve que le meilleur moment pour faire une thérapie, c'est quand on va bien. Et il est toujours à temps d'aller se faire accompagner par un psychologue. Je le recommande très, très fortement. Mais ça n'empêche pas qu'on peut avoir également couplé avec des thérapies brèves qui peuvent accélérer et apporter beaucoup de libération. Et avec la thérapie plus longue, apporter de la sérénité. Et même, moi, je recommande aussi à mes clients, quand on a fait une grosse séance de libération, d'aller se faire masser, d'aller se faire du sport, de toucher, que le corps soit touché, d'avoir du repos, de boire. Donc, il est une erreur de croire que d'un côté on a l'esprit, d'un côté on a l'émotion, d'un côté on a notre âme. Tout est lié en fait. Et donc de voir l'être humain dans son ensemble, moi je trouve que c'est une approche qui est très très saine. Voilà, j'avance un petit peu des pratiques. Ensuite je vais avancer sur l'article en page 25 sur des pratiques de coaching douteuses. Reiki, Ennéagramme, quotient émotionnel, ces méthodes hasardeuses se frayer un chemin dans le monde de la formation. Alors là, je trouve ça aussi vraiment très très dommage parce que vraiment là, il y a un mélange. À la fin, on parle de scientologie qui aurait donc une entreprise qui aurait souscrit une formation de 600 000 € sur un an et ce sont des consultants affiliés à l'église de Scientologie. Donc, on mélange tout. Je trouve ça un petit peu dommage cet article. Personnellement, là aussi, sur l'énéagramme, moi je suis vraiment un expert là-dedans dans l'énéagramme, donc je vais parler de ce que je connais. Alors, il parle du MBTI et l'énéagramme et que ces tests ils sont un peu liés à l'effet Barnum. L'effet Barnum, c'est un peu, vous savez, quand vous lisez l'horoscope, et finalement on va un peu se retrouver facilement dans tout ça. On peut très bien tomber sur un accompagnement qui ne connaît pas son métier, qui fait mal son travail et qui prend un test de très mauvaise qualité
Et juste pour vous expliquer, l'énéagramme, c'est le plus vieil outil de développement personnel au monde, ça a 5 000 ans d'histoire. Et Pythagore avait une école de développement personnel, c'était le 9e sceau, il y avait 10 sceaux, et le 9e sceau, c'était le sceau de l'énéagramme, et il enseignait l'énéagramme. Je ne suis pas d'accord avec le test et l'effet Barnum, parce que l'énéagramme, pour déterminer quels sont vos différents types, parce que vous avez l'ensemble des profils, il y a 9 profils de personnalité, nous avons les 9 profils en nous, et nous sommes une combinaison de ces profils-là, et donc en fait, on les détermine selon les mécanismes de défense de psychologie moderne, qu'on appelait passion, fixation dans l'Antiquité. Donc, mais on retrouve les mêmes. Et ces mécanismes de défense ont été élaborés par Anna Freud. Elle a fait un merveilleux travail sur les mécanismes de défense, c'est-à-dire comment en fait, en fonction de nos blessures, la psyché se protège. Et donc, c'est en fonction de ça qu'on détermine un énéatype. Et ça, c'est très précis, très mesurable. Donc, je trouve ça vraiment dommage que eh bien, cette partie dise des pratiques douteuses, alors que c'est vraiment très utile. Et enfin, on a un dernier article sur, donc c'est Nicolas Marquis, professeur de sociologie et de méthodologie à l'Université Saint-Louis de Bruxelles. Donc, il nous dit en fait que le développement personnel serait comme, en fait, l'objectif serait d'avoir une vie réussie, une vie efficace, et on est vraiment dans une espèce d'optique de rentabiliser sa vie, qu'il faut être la meilleure version de soi-même, etc., etc. Donc, je suis assez d'accord avec ce monsieur-là, pour le coup, et je trouve qu'en fait, il y a une espèce d'injonction où il faut être la meilleure version de soi, il faut travailler sur soi, etc. Alors, je suis partisan de ça, mais il ne faut pas oublier quand même que nous sommes dans une société de compétition, une société où on prône la performance, on a vraiment, on le voit dans le travail, toute notre économie est basée là-dessus. Et je trouve que c'est normal que le développement personnel, finalement, se tente de cette couleur dans notre société. Et c'est un peu dommage, parce que peut-être finalement, peut-être que la meilleure version de soi, c'est celle qui est la plus apaisée. Alors, doit-on travailler sur soi? Pour moi, la réponse est oui. Parce que quand vous vous connaissez à très haut niveau, vous avez des résultats exceptionnels dans votre vie. Okay? Vous savez pourquoi vous faites les choses, vous savez comment rendre les choses agréables pour vous. Vous savez pourquoi, en fait, vous faites tel type de métier, quel type de personne vous pouvez, avec qui vous pouvez vous mettre en couple. Donc, ça apporte énormément de bien-être. Et puis, plus vous vous connaissez, plus vous pouvez interagir avec les autres et mieux les comprendre. Là où je suis moins d'accord, c'est que je trouve vraiment dommage, c'est qu'il présente la sociologie comme l'ennemi juré du développement personnel. Selon lui, elle étudie les formes de déterminisme, en fait. Alors que nous, dans le développement personnel, pour nous, tout est possible et on peut tout transformer. Déjà, je trouve ça vraiment très dommage de présenter la sociologie comme l'ennemi du développement personnel. Je pense que ça vraiment n'engage que lui. Je pense qu'il y a plein de sociologues. Je trouve ça un peu bizarre que la sociologie, c'est l'étude justement des savoirs et des comportements humains et l'évolution de la société. Le développement personnel en fait partie. Pour moi, c'est déjà incohérent de dire que c'est son ennemi juré. Donc voilà, déjà de 1. Aussi, il nous dit qu'on est un peu fasciné par en fait, cette capacité à tout transformer. Donc il n'y a pas de bon et de mauvais, qu'en fait, on peut tout transformer nos blessures. Et la réponse, moi, de mon expérience, c'est oui. Parce que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts et que vous n'avez pas 36 choix dans la vie. C'est-à-dire que quand il vous tombe un accident, un décès, la perte d'un enfant, une maladie, la douleur, vous n'allez pas l'enlever. En revanche, vous pouvez modifier votre rapport à elle. Et ça fait une grande différence. Ça peut faire une différence de qualité de vie, ça peut faire une différence pour inspirer votre entourage, la trace que vous allez laisser. Moi, mon papa s'est suicidé, j'aurais pu sombrer dans la drogue à un moment donné. Si je n'avais pas transformé cette douleur, qui me permet aujourd'hui d'avoir une très grande empathie, est-ce que je serais utile à la société ou est-ce que je serais un poids pour la société? Et juste pour moi, pour ma propre vie, est-ce que je serais fier de moi ou est-ce que je serais déçu et je serais peut-être même dans un état de dépression? Pourquoi le développement personnel prend autant de place aujourd'hui dans la société? Moi, mes premiers éléments de réponse, et c'est ce que j'aurais aimé voir, parce que dans cet article, qui est donc de monsieur finalement Nicolas Marquis, donc les propos sont juste recueillis, il n'y a aucune étude,
Il n'y a aucun chiffre, il n'y a rien quoi, en termes de scientifique. Et j'aurais aimé qu'il y ait quelque chose de scientifique à l'intérieur de ça. Parce que là, il nous donne juste un avis. Et ça, c'est vraiment très très dommage. Donc, pour moi, là, je donne un avis, donc aucune étude scientifique, mais qui pourrait s'appuyer sur des chiffres. Le nombre de dépressions liées au travail, le taux d'absentéisme, le nombre de burn-out, en quelques clics, je pense que je peux vous les retrouver, mais vous pouvez tous le faire. Ça veut bien dire qu'il y a quand même un mal-être dans la société. Et ce mal-être, il vient d'où? Pour moi, il y a deux raisons. La première raison, c'est que nous sommes dans des sociétés extrêmement riches, et quand tout va bien, quand l'estomac est plein, là, on commence à se poser des questions beaucoup plus existentielles. Vous n'avez pas les mêmes problèmes de burn-out à Madagascar ou dans notre pays où on a faim, quoi. Okay, donc, c'est des problèmes de riches. Premier constat sociologique, là, pour le coup. Et deuxième chose, c'est que nos sociétés, justement, et notamment à travers le travail, ont besoin de sens. Très souvent dans l'entreprise, et c'est un milieu que je connais très très bien, j'ai été 10 ans dans des très grosses boîtes, à des postes de responsabilité, très souvent, des fois, on prend, pour récompenser quelqu'un, un très très bon technicien, on va le mettre manager. On va lui donner une équipe pour le récompenser pour sa promotion. Mais le métier de manager, c'est un vrai métier. Et donc, il peut y avoir des malaises par rapport à des techniques de management qui ne sont pas du tout adaptées. Et donc, le fait de ne pas connaître sa zone de génie, de ne pas connaître ses talents, de ne pas savoir comment en fait, on prend du plaisir dans ce qu'on fait, ou certains parfois même qui voudraient gagner beaucoup d'argent sans travailler, mais ils ne connaissent même pas leur zone de génie. Et là aussi, encore pour terminer, il nous dit donc le succès du développement personnel doit aussi se comprendre à travers l'échec des modes d'action collective classiques. Certains estiment que la politique ne fonctionne pas puisqu'il existe encore des riches et des pauvres ou que la question du réchauffement climatique n'est toujours pas résolue. Mais là aussi, on est dans une forme de sophisme. Il y a un raisonnement qui est faux et je trouve que c'est dommage parce qu'il n'y a aucune variable. Vous voyez, on peut retourner cet argument de deux façons. La première façon de le retourner, c'est de dire effectivement, les gens qui sont dans le dev perso, ils vivent un peu dans un monde de bisounours. Où on pourrait reprendre le truc et se dire ah ben tiens, ces personnes-là en fait elles ont bossé sur elles ont un avis beaucoup plus intérieur, elles sont moins sujets à être influencées et donc comme elles ont bossé sur elles sont en capacité d'avoir un esprit critique beaucoup plus avancé. Mais là encore c'est pas le sujet parce que ce qui aurait été intéressant c'était de dire ok, est-ce qu'il y a des tranches de la population qui pensent ça, un type de profession, un type de revenu, non. Ou est-ce qu'elles ont vécu un trauma? Est-ce que... vous voyez, donc il n'y a aucun élément, il n'y a aucune variable qui nous permettrait de faire une corrélation intéressante. Donc ça, je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Donc, en conclusion de tout ça, moi, vraiment, j'aimerais remercier l'Express d'avoir mis l'accent sur le développement personnel, d'une part. Vraiment de continuer à encourager à dénoncer les dérives. 3, j'aurais aimé, en fait, ce qui me manque pour moi, c'est un guide, et je vais vous le fournir, en fait. C'est un guide pour choisir son accompagnant et ne pas se faire arnaquer. Donc ça, vous pourrez l'avoir dans les liens, parce que ça me semble nécessaire que nous, les professionnels, que nous montions le niveau et que nous soyons ouverts à ces critiques. D'autant plus à tous ceux qui font du coaching, parce que quand même la base du coaching, c'est le feedback. Et donc, vous devez apprendre à recevoir des feedbacks, qu'ils soient surtout les feedbacks négatifs. Donc, c'est des trésors de progression. Mais globalement, je trouve que c'est bien, vraiment bien d'alerter le consommateur et puis les professionnels de nous dire « Hey, coucou, attention ». Donc, mettons en place, nous aussi, des façons de nous réguler. Alors, pourquoi en fait, quelles sont les 5 grandes motivations des personnes qui viennent au développement personnel? Et moi, ce que j'aurais aimé de voir dans ce dossier, c'est qu'en fonction de votre démarche, en fonction de votre motivation, vous n'avez pas les mêmes filtres de protection à mettre en place. Un, c'est la guérison de nos blessures émotionnelles. Première chose. On veut sortir d'un schéma de vie récurrent, limitant. On tombe toujours sur une personne violente en couple. On se fait tout le temps harceler au travail. On a eu un viol, un attouchement, on a eu une personne décédée. On veut guérir d'une blessure.
Ensuite, deuxième motivation, eh bien, c'est la recherche de performance. La recherche de performance, vous êtes salarié, vous êtes d'un coup nommé chef d'équipe. Tiens, vous devez avoir plus présenter, prendre la parole. Vous voulez apprendre à parler en public. Vous voulez avoir plus confiance en vous, mieux négocier. Vous voulez mieux retenir, etc. Donc, vous allez vous servir de différentes techniques pour aller rechercher de la performance. Voilà, moi, c'est ce que je fais principalement auprès des entrepreneurs. C'est d'aller de libérer des blocages émotionnels, des changements de perception, tout ce qui est syndrome de l'imposteur, etc. Et donc, on vient chercher de la performance. Ce troisième aspect, on a la connaissance de soi. Donc, on a goûté un petit peu à tout ça. On commence à être passionné par la psychologie, par la PNL, par l'analyse transactionnelle, par l'hypnose, par l'énéagramme, par la théorie polyvagale, par plein de choses. Et donc, waouh, on a envie de mieux se connaître. Quatrième aspect, de motivation, c'est intégrer tout ce qui est outils de psychologie, de coaching dans sa démarche pro. Qu'on soit un formateur, on veut intégrer un petit peu le coaching pour mieux faire passer des messages ou pour débloquer un petit peu des situations. On veut utiliser le coaching en management, on veut utiliser le profilage de personnalité pour mieux cerner les besoins de ses collaborateurs. Enfin, cinquième et dernière motivation, c'est la recherche mystique et spirituelle. Parler à ses guides, comment se connecter à l'univers, la loi d'attraction, que sais-je encore. En fonction de ces 5 grandes types de motivation, eh bien, si on veut éviter les arnaques, eh bien, on a des filtres différents à avoir. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est qu'en fait, on voit bien que tout ce qui est démarche de guérison, il faut aller voir un thérapeute. Commencez par aller voir un thérapeute. Allez voir un thérapeute, allez tester les thérapies brèves et faites un mix des deux pour que vous puissiez avancer à la fois sur le long terme, mais à la fois aussi rapidement. Ensuite, pour tout ce qui est recherche de performance, connaissance de soi, professionnalisation, c'est tout ce qui est, prestation de services habituels. Donc, faites-vous faire des devis, vérifiez quels sont les professionnels que vous avez en face, demandez des avis, demandez des recommandations et donc vérifiez aussi que votre investissement soit rentable. Au niveau de tout ce qui est quête mystique et spirituelle, un guide de lumière, plein de trucs qui sont possibles, des soins, vous devez aussi apporter du sérieux et du calme dans votre travail. Voilà, c'est pas parce que vous êtes connecté qu'on ne doit pas avoir aussi les pieds sur terre. Je vais vous donner 2-3 trucs là. Donc vous allez avoir deux guides que j'ai fait spécialement à l'issue de cet article. Donc la quête mystique, après tout, ce sont des croyances et on n'a pas à juger les croyances. Si vous croyez à l'astrologie, en quoi est-ce différent de croire peut-être aux réincarnations du bouddhisme? En quoi c'est différent de croire qu'il y a une vie après la mort? En quoi c'est différent de croire que Jésus marchait sur l'eau? Donc on est sur le domaine des croyances, on est sur le domaine de la spiritualité et de la religion, et donc on n'est pas personne ne devrait juger les autres de ce en quoi ils croient. Mais juste, j'aimerais pour toutes celles et ceux qui se lancent là-dessus, c'est de vérifier dans quel état interne vous vous trouvez. Et si vous êtes en fatigue, en dépression, de commencer, je ne vous dis pas d'abandonner ce que vous faites, mais au moins d'aller voir des thérapeutes, d'aller voir un médecin et aussi d'allier les choses. D'accord? Il n'y a pas toujours en fait qu'une solution. Je conseille de vous dépolariser un peu du ou tout ou rien, du blanc ou du noir. Donc vraiment, je vous invite à ça. Donc, je vous mettrai les liens pour ces deux guides. Je vais vous le dire rapidement. Donc, pour celles et ceux qui veulent une démarche business, une démarche de connaissance de soi, de recherche de performance, de vous professionnaliser. Donc, c'est à peu près le même format. Donc, définissez votre objectif d'accompagnement et de façon précise. 2, vérifiez si vous êtes en capacité de suivre, si vous avez le temps de vous investir dans cet accompagnement, ce coaching, ce consulting. 3,
cherchez autour de vous des professionnels qu'on vous a recommandés, d'accord? Et vous demandez à vos proches, ok, mais en quoi, tu me dis qu'il est bien, mais en quoi il est bien? En quoi spécifiquement il vous a aidé? Sur quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il était à l'écoute? Est-ce qu'il était conciliant? Est-ce qu'il était à vos besoins? Est-ce qu'il avait une méthode, etc. Donc creusez. Et faites-vous faire 3 devis, 3 à minima 3 devis. Ensuite, vous allez vérifier tout ce qui est règles d'usage. Enfin, vous allez voir le SIRET, est-ce que l'entreprise est en activité? Est-ce qu'il y a un site de qualité? Est-ce qu'il y a des mentions légales? Est-ce que c'est clair? Voilà. Ensuite, déterminez un budget cohérent en 5. Ne vous mettez pas en danger financièrement. Essayez de voir un prix qui colle au prix du marché, d'accord? Et qui reste cohérent avec votre démarche. Si moi demain je veux courir un marathon, je vais prendre le premier entraîneur venu parce que vu mon niveau, je fasse un petit peu de sport, vu mon niveau, eh bien ça ne sert à rien que je paye 20 ou 30 000 euros à un coaching d'un top niveau d'un gars qui entraîne des gens aux Jeux Olympiques. 6. Anticipez au maximum comment vous allez rentabiliser votre investissement. Donc, voilà aussi, est-ce que cette formation ou ce coaching va me permettre d'avoir un poste convoité? Est-ce que je vais pouvoir peut-être mieux déléguer? Est-ce que je vais pouvoir vendre aussi à un client les fruits de mon coaching, etc. etc. D'accord? Ensuite, la règle la plus importante, c'est évaluer si votre coach est un pro. Comment vous pouvez faire ça? La première chose, c'est qu'un coach qui essaie tout de suite de vous vendre quelque chose, il faut faire très attention, d'accord? Un coach véritablement qui est professionnel, qui est consciencieux, il va d'abord évaluer son niveau de confiance pour vous accompagner. Moi, je fais ça systématiquement, c'est-à-dire que je fais passer un entretien à mes prospects pour voir est-ce qu'ils sont en bonne santé, est-ce qu'ils suivent un traitement médical, est-ce qu'ils ont des problèmes financiers, est-ce qu'ils ont un conjoint qui soutient ou pas leur démarche, parce que si ils se forment et qu'ils se coupent de leur environnement, c'est pas ce que je souhaite moi pour mes clients. D'accord? Donc, il faut bien intégrer tout ça en fait. Est-ce que ce client est coachable? Est-ce que ce client, est-ce qu'il est en état de réussir en fait sa demande en fait? Et s'il n'est pas en état, il faut, nous les professionnels du coaching et de l'accompagnement, il faut refuser les mauvais clients. Et un mauvais client, ce n'est pas une mauvaise personne, ce n'est pas une personne qui n'a pas l'argent, c'est une personne dont vous n'êtes pas le meilleur professionnel pour l'accompagner. C'est ça un mauvais client. Donc ça, c'est la règle la plus importante. Et ensuite, donc, établissez un contrat, vérifiez qu'il y ait des conditions générales de vente. Et enfin, 9e, garantissez votre confidentialité, enregistrez les sessions, demandez un accord de confidentialité. C'est comme ça que la scientologie piégeait à un moment donné ses adeptes, parce qu'ils sont très très personnels, et puis ils s'en servaient contre eux. Donc, ayez les accords de confidentialité. Voilà. Voilà, donc ça c'était pour les étapes professionnelles, et puis donc les 2, 3, 4 que je vais, donc les 2, 3, 4 motivations que je vais donner, et pour les motivations 1 et 5, c'est-à-dire la guérison des blessures et la quête spirituelle. Donc je vous ai fait 7 points de vigilance. Le premier point de vigilance, faites un bilan honnête de votre état émotionnel. 2, êtes-vous une personne influençable? Demandez à vos proches. Et si oui, vous devez commencer par bosser là-dessus, c'est-à-dire vous affirmer, avoir plus de capacité de décision et d'affirmation personnelle. Ça, c'est votre premier pas. Ensuite, 3, toujours pareil, faites un panel de personnes, testez, faites une séance ou 2. Si vous voulez sélectionner un thérapeute, vous faites au moins 2 ou 3. Vous devez être bien avec votre thérapeute. Faites les vérifications d'usage classiques. Toujours 5, l'accord de confidentialité. Et puis 6, appliquer la méthode Bernard Werber. Alors, Bernard Werber, c'est un écrivain que j'admire énormément, que j'aime beaucoup, qui est quelqu'un que je connais, qui est vraiment un vrai très bel humain. Et Bernard Werber est écrivain et il s'est formé aussi un petit peu à l'hypnose, et il propose dans ses spectacles, dans ses livres aussi, de faire des hypnoses régressives pour aller dans des vies antérieures. Vous voyez, on est vraiment là dans le domaine du paranormal, on pourrait dire. Et j'aime beaucoup ce que dit Bernard.
il dit « Je ne sais pas si c'est vrai. Je n'ai pas la possibilité de vérifier si c'est vrai. Si je remonte effectivement dans une vie antérieure, je fais de l'hypnose régressive. Mais ça me fait du bien. » Et vous voyez, je trouve ça extrêmement sain. Si vous avez des démarches spirituelles, énergétiques, parler à l'univers, vos anges, vos guides, peu importe les croyances. On n'a pas à juger les croyances. Mais juste, si ça vous fait du bien, continuez. Si vous ne sentez plus les effets, arrêtez. Est-ce qu'on vous met sous tutelle ou est-ce qu'on vous donne beaucoup plus de liberté? C'est ça qu'il faut faire attention. Moi, je trouve ça une belle démarche parce qu'au moins, c'est honnête et ça laisse le champ et en même temps avoir les pieds sur terre. Et je trouve que c'est la bonne approche à avoir. Voilà. Et enfin, donc, septième, moi, c'est ma méthode personnelle là, que je vous propose, c'est-à-dire de vous ouvrir l'esprit. C'est-à-dire que de vous dépolariser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes rationnel, très très scientifique, très bien, super, mais testez un soin énergétique. Ne le rejetez pas. Et inversement, si vous êtes très spirituel, ne rejetez pas, peut-être que peut apporter la médecine, la science. Si vous préférez les psys, parfait, allez voir des psys. Faites peut-être une psychanalyse, mais c'est extrêmement long. Essayez des thérapies brèves. Soyez en ouverture et en esprit critique, en ayant une espèce d'équilibre en fait. Toute belle ouverture et création scientifique, quand on voit Giordano Bruno, quand on voit Galilée, toutes les révolutions scientifiques ont cassé les croyances et l'ordre établi. Et très souvent, on rejette ça. Le propre aussi du scientifique, c'est s'ouvrir au mystère et s'autoriser à dire que ce que je crois, c'est peut-être faux. Donc voilà, avançons, testons, soyons ouverts et en même temps les pieds sur terre. Voilà. Donc je conclurai là-dessus. Merci, j'espère que vous pourrez télécharger donc, gratuitement ces points de vigilance, ces étapes. Dans tous les cas, mettez-moi des commentaires, partagez-moi votre avis, essayez de faire un truc constructif et je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous souhaite une très belle suite à vous et un très bon week-end. Moi, je vais aller profiter maintenant du soleil. Salut!